Ce soir, on vous emmène au pays des menhirs avec deux amoureux de la Bretagne. Patrick Poivre d'abord, merci d'être avec nous. Bonsoir. Je vous présente, monsieur, c'est vraiment pour la forme, hein, parce que bon, tout le monde vous connaît, journaliste, vous officiez désormais sur CNews, après avoir présenté pendant plus de 20 ans le 20h sur TF1. Vous êtes aussi écrivain, premier roman à 17 ans, jusqu'au roman de Lafayette qui vient d'être réédité. Et puis, évidemment, le livre dont on va parler ce soir, La Bretagne au cœur, qui est paru aux éditions du Rocher. Et puis avec nous, par Skype, Loïc Perron, merci d'être là. Malgré le confinement, vous êtes avec nous depuis votre maison du Pouliguen, en Loire-Atlantique. Un des plus grands navigateurs français. Vous avez longtemps détenu le record du Tour du Monde. Vous avez remporté d'innombrables courses, dont la Transat anglaise. Et vous venez de publier votre dictionnaire amoureux de la voile chez Plomb. Vous me disiez tout à l'heure, on va apporter un peu d'embrun dans la tête des gens. Merci à vous deux de nous donner un peu de ce souffle marin avant de parler de la Bretagne et de l'Atlantique que Loïc Perron connaît comme sa poche. Je voudrais qu'on traverse l'Atlantique avec vous, Patrick Poivre d'Arvor. J'aimerais connaître votre regard sur ce qu'il se passe en ce moment de l'autre côté de l'Atlantique. On a l'impression qu'on vit quelque chose de complètement fou. Oui, on avait déjà connu quelque chose d'assez fou il y a tout juste 20 ans. Je me souviens avoir été là-bas, commenter ces résultats de la Floride. Figurez-vous qu'on a connu le président américain que début décembre, hein, donc même la mi-décembre. Donc il y a 20 ans, ça existait déjà finalement. Ça existait déjà, mais tout était focalisé sur un État. Là, c'est un peu plus compliqué. Et puis surtout, ce qui est le plus compliqué, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas le principe de la règle du jeu. Et donc, il l'a dit d'ores et déjà, il l'avait dit bien avant pendant ses meetings, c'est Donald Trump, il l'a redit la nuit dernière. À partir du moment où lui était vaguement en tête, il considérait qu'il fallait arrêter le dépouillement des suffrages. C'est bizarre pour une démocratie. Ah, ça va être très très compliqué pour l'après, parce que imaginons que finalement Joe Biden s'en sorte et finisse par devenir président. Vous imaginez quand même toute cette Amérique qui est énorme, qui a voté Trump encore plus que la fois dernière. Cette Amérique, elle refuse d'une certaine façon aussi les règles du jeu. Donc ça va être très difficile, quoi qu'il arrive, pour la présidence Biden, si c'est Biden qui est finalement confirmé. Vous êtes inquiet, fasciné ? Non, c'est très étrange. Au fond, les États-Unis, c'est un peuple très jeune. On sent qu'il y a beaucoup d'atmosphère de western dans tout ça. Hein. Ils sont tous comme ça, à dégainer leurs flingues. Et ils n'ont pas beaucoup changé. Alors nous, évidemment, on en a fait des conneries dans la vie, mais on a décapité des rois. On a fait tout ce qu'il fallait, mais en même temps, on a un peu plus de recul. Eux, ils n'ont pas ce recul, ils sont plus bruts de décoffrage. Et il y a cette nouvelle tendance du national, je dirais, oui, du nationalisme très populiste, incarné par Donald Trump. Elle existe. Elle n'a pas du tout été balayée par les élections de la nuit dernière. Loïc, vous avez traversé l'Atlantique une bonne 50aine de fois, je crois. C'est plus facile de le faire dans quel sens ? En direction des États-Unis ou quand on revient vers la vieille Europe ? Ça dépend où on se place en latitude. Mais quand on revient des États-Unis, c'est plus facile de revenir des États-Unis. D'ailleurs, les records de l'Atlantique se passent souvent entre New York et l'entrée de la Manche, au niveau de Ouessant. Pas loin des jolis phares qui sont sur la couverture du livre de Patrick, d'ailleurs. Mais c'est pas facile d'y aller. La fameuse transat anglaise qui nous emmène dans l'autre sens, souvent de Plymouth vers Newport aux États-Unis. Là, c'est contre les vents dominants. Oui. Samedi, il y aura le coup d'envoi du Vendée Globe. C'est une course à laquelle vous avez participé 3 fois. Ça doit être, franchement, ça nous fait rêver, nous, sur le plateau, ces marins qui vont s'apprêter à quitter nos ennuis, nos anxiétés, nos angoisses de terriens du moment. Alors, c'est pas la seule raison pour laquelle les marins existent, mais il est vrai qu'ils ont le privilège de quitter des futilités terriennes de temps en temps pour y revenir le plus vite possible. D'ailleurs, bizarrement, quand on est en course, c'est tout le paradoxe de la compétition à la voile, c'est qu'on a envie de passer le moins de temps possible sur l'eau. Quoiqu'aujourd'hui, j'ai bien l'impression que beaucoup de marins aimeraient y être, ne serait-ce que là, mais on n'a même pas le droit d'aller naviguer en ce moment. Et je vois Patrick qui hoche la tête. C'est vrai que cet Atlantique qui s'ouvre à nous qui sommes confinés, empêchés de mouvement. Et je me mets à la place de Loïc parce que je me suis retrouvé d'abord sur son bateau plusieurs fois, notamment dans des étapes de la course de l'Europe. Et je remercie encore de m'avoir accueilli, c'était formidable. Et puis je me suis retrouvé aussi à traverser l'Atlantique sur la même course que lui, mais malheureusement pas à sa place. Lui, il a gagné cette course. C'était la Transat Québec-Saint-Malo en 1996. Ouais. Moi, j'étais avec Yvan Bourgnon et on est arrivé 5e, loin derrière le petit Loïc qui mangeait son steak alors qu'on était encore au Fastnet. Voilà. Et ça fait beaucoup rire Loïc, visiblement.
Oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on a eu la chance de naviguer, mais je voulais dire aussi une chose, c'est pas seulement naviguer, parce que Patrick a rendu énormément service à la popularité de la voile, au sens large en France particulièrement. Aujourd'hui, il est normal, et la voile n'est pas un sport populaire, mais en tout cas, il y a quelques événements qui le sont, et le Vendée Globe qui part dans quelques jours va le prouver une fois de plus. Mais il y a 30 ans, 20 ans, pendant tous ces journaux de 20 heures, justement, on a eu cette chance incroyable d'être relayés, parce que les marins qui partent sur un Vendée Globe ou sur une Transat sont là pour faire rêver, mais ils n'arrivent à le faire que parce que vous avez transmis et vous continuez à le faire, et Patrick l'a fait pendant de nombreuses années, et ça a énormément servi à faire en sorte que les foyers français et les rêveurs français, et pas seulement d'ailleurs, puissent imaginer ce qui se passe un petit peu là-bas derrière l'horizon. Vous avez tous les deux, vous avez la voile, la mer et la Bretagne en commun. Qu'est-ce que c'est que d'être breton? Est-ce que ça signifie quelque chose? Est-ce qu'il y a une identité bretonne? Ah ça, une identité bretonne, il y en a une, mais pour vous, qu'est-ce que ça veut dire d'être breton dans votre vie? Breton de cœur, hein. Peut-être on va permettre à Loïc de parler. Oui. Il habite la Loire-Atlantique, mais pour moi, c'est en Bretagne. D'abord, ça s'appelle le Pouliguen. Voilà, c'est breton, je suis désolé. Même s'il y a un gros débat là-bas. C'est toujours pas réglé, d'ailleurs. On a l'impression que ça fait des années. Il faudrait faire un référendum. C'est pas plus compliqué que ça. Un référendum, soit pour les 4 pays bretons actuels de la Bretagne administrative, soit uniquement pour la Loire-Atlantique. Et on verrait bien. Et vous verrez, ils voudraient tous, ou presque tous, être bretons. Loïc, c'est quoi être breton, alors? C'est se soigner d'abord, à mon avis, et éviter tout excès de chauvinisme. Il est vrai que la Bretagne, historiquement, et Patrick connaît ça mieux que nous, s'est créée un petit peu du côté de Nantes, là où je suis né d'ailleurs. Mais pour être très franc, je m'en fous un peu. Il est vrai que on parlait du Croisic, par exemple, qui est le dernier port breton qui est à quelques kilomètres de là où j'habite au Pouliguen, mais très vite après, la Loire, la fameuse Loire Atlantique, c'est assez drôle comme département d'ailleurs, parce que c'est le seul qui porte le nom d'un fleuve, mais aussi d'un océan. Ça montre bien cet attachement maritime. Mais au sud de la Loire, qui est encore un peu la Loire Atlantique, c'est pas du tout la Bretagne. Donc il y a des... Mais après, c'est pas la notion territoriale, à mon avis, qui est importante, c'est plus la notion historique et culturelle qui est assez belle à préserver. Heureusement que beaucoup s'y sont dévoués depuis pas mal de décennies. Et il est vrai qu'il y a un esprit breton, tout comme il y a des esprits cocardiers un peu partout, chez les Basques ou chez les Parisiens. Alors, dans ce que dit Loïc, il y a une chose importante, c'est quand même, il rapproche des Basques, par exemple. On pourrait rapprocher des Corses également. Oui. Il y a une réticence vis-à-vis du pouvoir central. C'est-à-dire, vous n'allez pas nous avoir. Alors, ça a existé avec les bonnets rouges, c'était au XVIIe. Puis après, il y en a eu d'autres. Hein, la révolte contre les quotas, il n'y a pas si longtemps. Il y a ça déjà. Ensuite, c'est un peuple qui se prend par la main. C'est pas un peuple qui va quémander. Alors, il se prend par la main et il organise son transport, gratuit d'ailleurs. Il n'y a pas d'autoroute en Bretagne, mais il y a des 4 voies qui sont remarquables et qui sont gratuites. Et puis, il y a ce côté, justement, on regarde l'Atlantique. Qu'est-ce qu'il y a face à nous? Il y a beaucoup de tempêtes, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Donc, il faut jouer avec les difficultés. C'est peut-être ça qui a fait que le breton est un peu plus tenace qu'un autre. Voilà. Un peu entre terre et mer. Loïc, dans votre livre, vous dites « Si la terre est source de pièges, les périls sont toujours gérables en mer, y compris quand on perd le mât, alors que le danger qui vient de la terre est permanent et multiple. » Eh oui. Le plus gros danger de la Terre ou de la planète, ce sont les terriens eux-mêmes. Ça, c'est pas nouveau. On est quand même un prédateur un peu particulier. Et après, d'un point de vue vraiment très spécifique, les marins qui vont en mer là dans quelques jours sur des bateaux très rapides ne craignent qu'une seule chose, c'est de rencontrer un objet flottant non identifié qui, la plupart du temps, vient de la Terre ou malheureusement, quelquefois, est un mammifère qui a le droit d'être là où il est et on lui passe de temps en temps un peu trop rapidement sur le dos. Loïc Perron, tout le monde n'est pas féru de voile ou connaisseur. À quelle vitesse vont aujourd'hui les bateaux? Est-ce que vous pouvez nous donner cette vitesse en nœuds et en kilomètres-heure? Parce que, je le répète, sera plus parlant pour nous en tout le monde ne sait pas comment ça marche, quoi. Alors, la chose qui est très intéressante, c'est de voir que les terriens, et ce n'est pas un terme péjoratif, sont beaucoup plus impressionnés par la durée en mer que par la vitesse en mer. Et votre question vient le prouver. Et parce que quand on parle de vitesse et qu'on dit qu'on va à 40 nœuds, ça ne fait que 80 km/h. Donc même une mobilette ou une trottinette électrique un peu débridée peut atteindre les mêmes vitesses. Mais maintenant, si on compare avec des choses que le reste que tout le monde peut connaître,
C'est la différence entre une voiture normale. Une voiture normale, vous pouvez aller aisément, quasiment à la moitié de la vitesse d'une Formule 1, à peu de choses près. Alors qu'un bateau normal aura beaucoup de mal à atteindre 10% de la vitesse de ces machines de guerre, ces multicoques, ces trimarans. Donc en fait, c'est comme si on était, un exemple à peu près sur ce bateau que vous avez à l'image, ça c'est le Banque Populaire avec lequel on a battu le Jules Verne, c'est comme si on était à peu près à 800 km/h de moyenne. Ah oui, bah voilà, là ça nous fait une image assez concrète. Et moi je me demandais si la voile c'était un sport élitiste ou si ça s'ouvrait à des jeunes qui connaissent pas bien la mer, qui connaissent pas bien ce sport. Est-ce qu'on voit des jeunes comme ça s'intéresser à ce sport? J'ai l'impression qu'il y a quand même une tradition de voile, vous savez, de génération en génération. Il faut s'inscrire, faire des stages. Loïc? Alors c'est une bonne question, évidemment. On est dans un pays où il y a un peu plus d'un demi-siècle, on a d'un seul coup démocratisé la voile. La voile, c'était avant tout une activité d'abord commerciale, puis militaire, et les deux en même temps d'ailleurs. Et puis, il est arrivé il y a un siècle à peine, on a commencé à en faire un loisir sur des bateaux de commerce d'ailleurs. Et puis ensuite, le loisir, c'est devenu la course, parce que la course, ça venait déjà du commerce. Il fallait arriver le plus vite possible à Londres, livrer les ballots de thé en faisant tout le tour du monde pour les ramener de Shanghai ou d'ailleurs. Et ce qui fait que cette compétition et cette liberté qu'il y a sur l'eau, elle est accessible depuis maintenant plus d'un demi-siècle grâce à des témoins, à des champions comme Tabarly, comme Moitessier, à des écrivains souvent, à des poètes qui n'ont pas seulement fait de la compétition en mer, mais qui en ont parlé très bien. Et puis en fait, c'est totalement accessible à tout le monde. Et c'est même, me semble-t-il, l'une des plus belles écoles de vie parce que les valeurs qui sont indispensables en mer et pour y accéder sont assez belles. Donc ça n'est pas un sport populaire par contre, on est bien d'accord. Mais il y a parfois des événements qui le sont, comme le Vendée Globe justement, comme les Routes du Rhum, et on est l'un des pays les mieux servis par ce type d'histoire fabriquée par des marins au large, ou pas au large d'ailleurs, ou pas forcément loin des côtes. Et par l'histoire de la Bretagne également. Je voudrais qu'on reparle de la Bretagne. Vous dites, Patrick Poivre d'Arvor, dans votre livre, c'est une région ardente et tempétueuse, mélodique et organique. C'est une déclaration d'amour. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai appelé la Bretagne au cœur, parce que j'en parle d'une manière assez subjective. C'est une amoureuse. Un peu chauvine. Oui. Voilà, c'est comme si je parlais à une amoureuse, et puis à une amoureuse qui m'a manqué, surtout. Qui m'a manqué pendant toutes ces périodes, ces 10 mois de l'année où j'étais confiné, entre guillemets, à Reims, ma ville natale, et où je ne rêvais que des 2 mois où j'allais passer mes vacances en Bretagne. Et donc, pour moi, voilà, j'ai voulu ressortir tout ça et parler des grands marins comme Loïc, comme Kersozon, comme Tabarly en effet, mais parler aussi des paysages, parler des êtres, parler de la gastronomie qui est formidable, de la littérature qui a besoin d'être un peu plus reconnue. Surtout en ce moment. Et du sport d'une manière générale. Alors, il y a aussi la magie bretonne, la forêt de Brocéliande, les grandes mythologies, Merlin. C'est la Bretagne. Vous avez un rapport particulier, vous, à cette... Oui, par exemple, ma maison à Trégastel, donc dans les Côtes d'Armor, tout à fait en haut, là, en face de chez Loïc, s'appelle Crère Manéguer Noz. Manéguer Noz, ça veut dire le lutin qui brouille les cheveux ou le crin des chevaux. La nuit, en plus, Noz. Et donc, c'est vous dire que quand même, ça compte, les corrigans, les lutins, Vous parlez de l'Ankou aussi. L'Ankou, je ne connaissais pas. Loïc connaît bien, l'Ankou, c'est la mort, en fait. Représenté en général avec un personnage, avec une faucille, etc. Mais assez souvent, c'est un personnage qu'on peut rencontrer avec une charrette le soir, sur la grève, etc. Il faut éviter de le rencontrer. Mais la manière dont les Bretons parlent de l'Ankou, parlent de la mort, ils ont apprivoisé la mort. Ils vivent avec la mort. D'ailleurs, regardez bien leurs cimetières. Ils sont tous collés autour des églises. Les ossuaires, pendant très longtemps, on voyait les crânes. Moi, dans mon enfance, on les voyait presque dans l'église. Donc, il y a ce rapport qui est très particulier
avec un respect pour les anciens, bien sûr, un respect pour les défunts aussi, et puis de la poésie. Il y a beaucoup de poésie dans tout ça. Il y a les dolmens, enfin, ça reste un mystère. Il y a des alignements, on ne sait toujours pas pourquoi ces alignements sont là, notamment du côté de Carnac. Il y a des déplacements de pierres qui ont eu lieu il y a des milliers d'années. On ne sait pas comment ces déplacements de pierres ont eu lieu, tellement c'était compliqué à transporter. C'est quand même une il y a de la magie. De secret. Il y a de la magie, vraiment, il y a de la magie. Il suffit de se retrouver, et Loïc connaît bien le sujet, parce qu'il habite pas très loin de Carnac, dans ces allées, qui sont des allées inouïes. Bon, quand il y a trop de touristes, c'est moins agréable, mais tout d'un coup, on se dit, mais nos ancêtres ont réussi à déplacer ça, et quelle était la raison, et pourquoi ils l'ont mis dans tel sens. Non, c'est fort. Voilà, je pense que c'est certainement ce qui a aidé ce pays à tenir, malgré des conditions climatiques qui ne sont pas toujours géniales, et les tempêtes sont plus violentes qu'ailleurs, malgré aussi des conditions économiques qui ont été difficiles. Il y a beaucoup de Bretons qui sont exilés, notamment au 19e siècle, un peu comme les Irlandais, vous savez, ils sont partis parce qu'ils n'arrivaient plus à bouffer, tout simplement. Hein. Donc, c'est un pays qui se mérite, voilà. Loïc, vous êtes sensible à cette magie, à cette mythologie, presque une forme de sorcellerie aussi attachée à la Bretagne? Ah oui, moi je suis convaincu que les Bretons, par l'intermédiaire des menhirs, ont inventé le Wi-Fi et le Bluetooth. Il y a des chances. Loïc Perron, il y a des superstitions auxquelles vous êtes attaché, vous. On sait que les marins, parfois, ont des choses qu'ils ne font pas. Vous avez ces superstitions-là, c'est tabou à bord? Je me suis soigné, parce que être superstitieux, ça porte malheur, dit-on. Et il est vrai qu'il y a ce fameux cousin du lièvre, et je peux le dire, je ne suis pas sur un bateau, même si je suis entouré de maquettes, mais il y a l'histoire du fameux lapin. Et d'ailleurs, toute forme de rongeur à bord des bateaux, à l'époque où les voûtes et même les chanvres étaient en fibres comestibles, et qu'on emmenait des animaux, ne serait-ce que pour se nourrir en pleine mer, qui se reproduisaient à vitesse assez grande, ce qui est une spécialité du lapin, entre autres. Et voilà pourquoi les marins n'aiment pas trop ça, ils n'aiment pas le vendredi 13, mais j'ai expié un peu tout ce genre de choses. Je me souviens avoir baptisé mon premier bateau Figaro, j'avais une vingtaine d'années, un vendredi 13, devant des pêcheurs du Pouliguen avec une bouteille de lait. Donc depuis, j'ai été excommunié, exclu du parc. Mais Loïc, par exemple, tu dis jamais corde sur un bateau, hein? Tu dis toujours bout ou cordage. C'est vrai, mais je pourrais... Oui, parce que corde, c'est pas très agréable à entendre. Ça fait penser au pendu. C'est très en la non, je dis ficelle, souvent, voilà. bizarrement. Comme ça, il y a des mots qu'on ne doit pas prononcer. Voilà, corde, lapin et quelques autres. D'accord.